Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Le grand Mac Pro est sorti par la petite porte. Apple a retiré jeudi soir de son catalogue ce qui fut pendant longtemps le Mac le plus puissant, celui qui faisait rêver les utilisateurs exigeants. Mais voilà, le Mac Pro est abandonné et il n'aura pas de successeur. Cette fin était-elle inéluctable ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler de la WWDC 2026 qui est officielle, de l'arrivée de la pub dans Plan et du 25e anniversaire de macOS 10. Nous sommes le samedi 28 mars, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Apple n'a pas annoncé de nouveaux produits cette semaine, mais on ne s'est pas ennuyé pour autant, car une grande vague de mises à jour a déferlé mardi soir. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Bonjour Stéphane, écoute, ça va bien et toi ? Ça va très bien, ouais. Est-ce qu'il y a des nouveautés d'iOS ou macOS 26.4 qui t'ont marqué ? En fait, je suis un petit peu énervé, pour le dire clairement. Ah bon, ça commence bien. Non, mais je me traîne des bugs dans Safari sur Mac depuis peut-être 26.3 ou 26.2. J'ai souvent des pages blanches ou des ralentissements. J'ai un petit peu tout essayé. J'arrive pas à trouver totalement la solution, même si je suis vraiment reparti d'ailleurs vraiment à zéro dans Safari. Je me suis vraiment amusé à tout effacer, signet, historique et tout. Enlever toutes les extensions, ça allait un petit peu mieux. Et puis à un moment donné, j'ai coché Syncro iCloud et depuis, ça semble déconner encore un petit peu. Mais bon, c'est ainsi. Sinon, ouais, voilà, il y a des choses qui sont chouettes et puis il y a aussi des choses qui m'énervent. Genre, enfin, c'est un peu le problème avec Apple. Par exemple, on a parlé dans WatchOS 26.4. On peut enfin lancer directement une activité. Depuis WatchOS 26, il fallait passer par une étape de confirmation. Oui, bah c'est ce genre de petit truc. Tu dis ah ouais, il aura fallu quand même 6 mois pour régler ce petit souci. C'est un peu long. Mais toi, hormis les emojis, il y a des choses que t'as aimées ? Les emojis, je crois que ça fait bien longtemps que j'ai pas utilisé les derniers emojis qui sont ajoutés. Non, je trouve que c'est cool qu'ils aient activé par défaut la protection en cas de vol. C'était une option qui est disponible depuis quelques versions d'iOS, mais qui n'était pas activée par défaut, et que du coup, j'allais activer sur tous les téléphones de la famille. Si jamais on vole votre iPhone et qu'en plus le voleur connaît le code, bon, ça fait beaucoup de conditions, mais ça peut arriver. En fait, avec cette protection-là, ça empêche le voleur notamment de réinitialiser le mot de passe de votre compte Apple. Donc, c'est une protection qui est assez importante. Et sur macOS, je suis content de voir que les prédictions de texte en français sont réapparues. Donc, quand on tape du texte dans une application, on peut avoir une suggestion des prochains mots. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc, ça fait gagner un peu de temps. Moi, j'aime bien aussi, mais c'est fou d'ailleurs, parce que ça fait 3 ans d'attente quand même. Hein. Oui. Et je crois qu'ils l'ont même pas précisé dans les... Non, c'était une surprise, ouais, c'est même pas annoncé dans les releases. On l'a découvert nous-mêmes, ouais, comme des grands. Voilà. Ceci dit, il y a aussi un autre truc, il y a eu beaucoup de nouveautés iOS ou macOS, et là je voulais t'interroger à ce sujet-là. Je trouve qu'il y a une boulimie d'Apple pour les communiqués de presse depuis... Alors, ça fait un petit moment déjà, mais je trouve qu'en ce mois de mars, ça s'est encore amplifié. Alors, des fois, il y a des annonces intéressantes comme les AirPods Max 2, mais il y a surtout beaucoup de communiqués de presse pour ne pas dire grand-chose. Et quand, d'ailleurs, c'est des sujets qui fâchent un petit peu, comme je pense on va parler de la fin du Mac Pro, là, par contre, Apple oublie de faire un communiqué de presse, elle envoie vaguement un mail à un site au hasard, et puis boum. Ouais, après, cette boulimie, ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y a eu beaucoup de nouveaux produits ce mois-ci. Et puis, il y a aussi les célébrations du 50e anniversaire. Enfin, effectivement, c'est un mois de mars qui est assez chargé, ouais. Et puis, il y a aussi toutes les activités annexes. Et d'ailleurs, on ne parle pas de tout, hein, mais il y a aussi tout ce qui concerne Apple TV. À chaque fois, il y a pas mal de séries, de films qui sont annoncés. Donc, ça, à chaque fois, ça génère aussi des communiqués de presse supplémentaires, ouais. Mais t'en as un peu parlé. L'actualité principale de la semaine, c'est la fin du Mac Pro. Comme tu l'as dit, c'est un enterrement qui a été sans cérémonie. Apple a simplement fait disparaître la machine de son site web et envoyé une déclaration à 9to5Mac pour confirmer sa mort. Apple a tout de même précisé une chose importante. Il n'y a pas de nouvelle version qui est prévue, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que le Mac Studio comme ordinateur de bureau surpuissant. Le Mac Pro disparaît donc après 20 ans d'existence, mais on peut faire remonter sa carrière à plus loin puisqu'il a succédé au Power Mac.
Pendant longtemps, ce fut la machine la plus puissante et la plus modulaire d'Apple, celle utilisée par les professionnels aux besoins les plus exigeants. Ces 10 dernières années ont toutefois été compliquées pour cette machine. Le Mac Pro 2013, celui au format poubelle, a été un échec cuisant et les modèles qui lui ont succédé ne faisaient plus autant rêver qu'avant. Pour autant, Christophe, est-ce que la fin du Mac Pro était inéluctable ? Ah oui, et ça a duré vraiment longtemps. Alors, je pense que c'est une opinion qui est assez impopulaire, mais oui, moi je suis, enfin pas content, mais je suis assez soulagé que Apple en finisse avec le Mac Pro. D'ailleurs, on voit un petit peu, comment dire, l'impasse dans lequel le Mac Pro était. Donc là, il y a un petit boom pour les ordinateurs de bureau liés à l'intelligence artificielle. Quel est l'ordinateur de la gamme Apple qui cartonne? C'est le Mac Mini, ouais. Voilà, et puis dans une moindre mesure sans doute le Mac Studio, mais je pense que ça veut tout dire. Oui, enfin ça fait, j'ai envie de dire, au moins 15 ans que le Mac Pro vivote. Moi je me souviens qu'en 2010 ou en 2011, on s'inquiétait parce que la station de travail d'Apple n'avait pas été mise à jour depuis 12 ou 18 mois. Alors c'était à l'époque où Intel sortait quand même relativement fréquemment de nouveaux processeurs, et à chaque fois il y avait quand même un gain de puissance qui était non négligeable. Et puis je pense que la fin du Mac Pro était quand même plus ou moins liée avec l'arrivée de l'architecture Apple Silicon. Là, c'est certain que les machines d'Apple sont devenues beaucoup moins modulaires. Et depuis, le Mac Pro était clairement en grand danger. Alors, ce qui est assez, comment dire, truculent dans cette affaire, c'est que Apple a quelque part eu le dernier mot. Pendant ces 15 ans, on l'a dit, Apple a de temps à autre essayer de relancer sa station de travail. Et finalement, la fois où elle a le plus essayé, c'était en 2013 avec ce Mac Pro poubelle, comme on l'a appelé. Alors le concept c'était une jolie machine d'ailleurs, hein, qui n'était pas du tout efficace et Non. qui avait notamment des problèmes de conception. C'était juste joli, quoi, oui. Oui, voilà. C'est le problème. Et finalement, on peut dire en quelque sorte que le Mac Studio est quand même le lointain descendant de ce Mac poubelle. Donc quelque part, Apple a eu le dernier mot. Donc c'est-à-dire que le CPU, enfin le système sur puce, la RAM et tout ça, ça reste à l'intérieur. Mais si vous avez besoin de stockage et d'autres périphériques, tout ça doit être géré en externe. Il n'y a pas beaucoup de place dans un Mac Studio. Alors, après, il reste la question du timing. Alors, c'est vrai que quelque part, c'est assez bizarre de faire ça entre l'anniversaire de macOS 10 et les 50 ans d'Apple. Mais voilà, on savait vraiment que son destin ne tenait plus qu'à un fil lorsque Apple a annoncé il y a quelques semaines que le Mac Mini allait être fabriqué aux États-Unis. C'était entre guillemets la seule spécificité du Mac Pro. Retirer cette machine de la commercialisation sans successeur de production aux États-Unis serait rendu Donald Trump un peu grincheux, et ça Tim Cook ne le voulait pas. Et voilà, une fois que cela a été levé, la voie était libre pour se séparer des derniers Mac Pro qui restaient en stock, et ainsi que des roulettes. Et oui, les roulettes aussi disparaissent. Les fameuses roulettes qui coûtent le prix d'un MacBook Neo. Ouais. Une nouvelle plus réjouissante cette semaine, Apple a officialisé l'organisation de la WWDC 2026, sa grande conférence annuelle dédiée aux développeurs. Pas de surprise concernant les dates, l'événement se tiendra en ligne du 8 au 12 juin et les développeurs pourront se rendre à l'Apple Park le 8 juin pour rencontrer notamment les ingénieurs et les designers d'Apple. Alors comme d'habitude, le programme de la WWDC n'a pas été communiqué. Néanmoins, il serait étonnant de ne pas voir iOS 27, macOS 27 et tous les autres OS 27. Et Apple a tout de même jugé nécessaire de préciser qu'elle présentera des avancées en matière d'IA. Après une édition 2025 dont on retient essentiellement le Liquid Glass, quels sont les enjeux du prochain événement, Christophe ? Apple l'a dit elle-même, l'enjeu principal, c'est uniquement l'intelligence artificielle. L'année dernière, Apple a quelque part joué la carte de la diversion. Oh, regardez comme il est joli, mon tout nouveau Liquid Glass. Donc, ça a bien marché, effectivement. Alors, on imagine qu'Apple apportera des retouches à sa nouvelle interface, qu'a priori, elle est décidée un petit peu à toiletter ce qu'il y a sous le capot de ces systèmes d'exploitation. Mais ce que les utilisateurs et les investisseurs attendent, ce sont maintenant
des réalisations concrètes en matière d'intelligence artificielle. Il est temps de délivrer, comme on dit. Alors là, quelque part, Apple a tout fait, en tout cas, pour être en mesure de le faire. Elle a quand même passé un accord avec Google au sujet de Gemini pour gagner du temps. Donc, on devrait avoir de nombreuses démonstrations liées à l'intelligence artificielle au mois de juin. Alors, le problème, c'est que, quelque part, j'ai un peu peur que ça ne soit pas suffisant, parce que les démonstrations, il y a 2 ans, on les avait vues, mais on les avait vues uniquement, on n'avait pas pu les utiliser. Et je pense que, voilà, l'été risque d'être long entre les démonstrations d'Apple et les premières bêtas. Est-ce que ça sera disponible dès le début, où on pourra voir concrètement ce qu'Apple a fait en matière d'intelligence artificielle. En tout cas, ce que laisse entendre Mike Gurman, c'est que les nouveautés en termes d'intelligence artificielle risquent d'être assez importantes. Hein. On parle notamment de la fin de Spotlight, ce qui est quand même en soi une petite révolution, qui serait remplacée par de Super Siri, qui pourrait être accessible notamment via une application où l'on pourrait discuter avec lui, comme on le fait avec ChatGPT. Bon, évidemment, la seule petite subtilité, c'est qu'Apple va reprendre les bulles d'e-message. Mais il risque effectivement d'y avoir... enfin, le chantier et la réalisation d'Apple, j'attends tout cela avec impatience. On a appris encore plus récemment que Apple Intelligence était jusqu'à présent lié à ChatGPT. Il devrait normalement enfin s'ouvrir à d'autres systèmes d'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est le mois de juin, on attend tout cela avec maintenant impatience. Apple a fait une autre annonce cette semaine, c'est le lancement prochain d'Apple Business, une plateforme destinée aux entreprises. Et l'air de rien, dans le même temps, Apple a aussi annoncé quelque chose que l'on redoutait, c'est de la publicité dans Plan. C'était un avantage historique de Plan par rapport à Google Maps. Il n'y avait pas de pub, mais ça va donc changer. À partir de cet été, des annonces vont apparaître dans l'application d'Apple. Alors ça sera seulement aux États-Unis et au Canada pour démarrer, mais on ne se fait pas d'illusions, cela devrait arriver un jour ou l'autre en France également. Les commerces pourront donc payer Apple pour gagner en visibilité dans Plan. Très concrètement, les publicités s'afficheront en haut des résultats de recherche ainsi qu'en tête d'une nouvelle section qui s'appelle le lieu suggéré. Et elles seront reconnaissables à leur fond bleu et à la mention ad ou annonce ou pub en France. Et sur la carte, les points d'intérêt sponsorisés seront signalés par un liseré bleu très discret. Christophe, ôte-moi d'un doute. Apple est tellement en difficulté que ça pour être obligé de mettre de la pub dans Plan ? Ôte-moi d'un doute, ça t'énerve profondément ou pas? Ben non, mais c'était un avantage historique de Plan par rapport à Google Maps, et là, voilà, ça va disparaître. Et c'est pas comme si, en plus, Plan était encore parfait, quoi. Oh oui, mais alors, si tu attends à ce qu'un service, que ce soit Apple ou d'un autre, soit parfait pour y mettre de la publicité, alors là... Non, mais dans Google Maps, tu trouves des points d'intérêt quand même plus facilement que dans Plan, et si en plus les points d'intérêt que tu trouves sont avant tout de la pub, c'est pas génial, quoi. Ouais, ceci dit, pour prendre la défense d'Apple, Plan, ça doit quand même coûter un pognon de dingue. Hein. Il y a une infrastructure qui est quand même assez lourde hein, pour proposer notamment des trajets en temps réel. Il y a des mises à jour cartographiques en permanence. Donc là, on a appris que Apple allait à nouveau se balader aux 4 coins de la France ces prochains mois pour mettre à jour son contenu. Bon, après, quand on a dit ça, il y a malgré tout la politique d'Apple vis-à-vis des services. Il faut faire de la croissance et il en faut toujours plus. Et donc, ça, j'ai envie de dire que mettre de la publicité dans le plan, c'est de la croissance, et c'est de la croissance même qui est plutôt assez facile. Et en termes de services, d'ailleurs, Apple est un petit peu sur tous les fronts. Elle a présenté également cette semaine Apple Business, un service pour les entreprises. Et donc là, voilà, c'est au choix. Soit tu as Apple gagne de l'argent avec des services en faisant de la publicité ou avec des abonnements. Mais quoi qu'il arrive, il faut soutenir cette activité qui, depuis je ne sais trop combien de trimestres d'affilée, aussi avec une croissance à 2 chiffres comprise entre 10 et 20%. Oui, c'est ça, mais alors, comme l'activité, la croissance de l'activité service est toujours aussi bonne, est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre de la pub dans le Plan dès maintenant, tu vois ?
Ah, mais Tim Cook, il pense à la croissance de cette activité en 2028, en 2029 et en 2030. Ah, là, il va Ah, vraiment à long terme, hein, c'est évident. Hein. ben ça va. Et non, mais c'est vrai que je comprends que tu le regrettes, je comprends qu'on puisse le regretter, mais enfin, quand tu vois le potentiel, alors je sais pas ce que ça représente exactement au sein du chiffre d'affaires de Google, mais enfin, que cette activité-là soit totalement inexploitée, c'est presque anormal quelque part. Hmm. Bon, on va terminer le tour de l'actu avec des célébrations. Le 50e anniversaire d'Apple approche à grands pas. Ça sera la semaine prochaine, le mercredi 1er avril. D'ici là, l'entreprise continue les festivités un peu partout dans le monde. À Paris, dans le store des Champs-Élysées, Apple a rassemblé des membres de la French Touch pour célébrer l'événement en musique. Et cette semaine, on a aussi fêté le 25e anniversaire de macOS 10. Alors, même pas un petit mot de Tim Cook pour rendre hommage au système d'exploitation, mais on s'en est occupé nous-mêmes avec une série écrite par Greg. À travers plusieurs articles, on revient sur l'histoire de macOS 10 et ses grandes évolutions. Ça fait quelque chose de revoir l'interface en métal brossé, le dock 3D ou encore le dashboard. Sans macOS 10, Apple ne serait sûrement pas là où elle est aujourd'hui. Tu places le système à quel niveau dans les réalisations qui ont relancé Apple dans les années 2000, Christophe? C'est au-dessus ou en dessous de l'iMac ou l'iPod, par exemple? Bah, pour, comment dire, histoire de faire la boucle de tout ce qu'on a dit, le Power Mac a longtemps été quasiment la seule machine à être capable de faire tourner, en tout cas la première version de macOS 10, dans des conditions qu'on dira acceptables, hein, parce que c'était quand même pas folichon au début. Pour répondre à ta question, très clairement, c'est clairement au-dessus de l'iMac et de l'iPod. L'iMac, lorsqu'il est sorti, c'était une machine géniale, mais il y avait aussi un petit côté esbrouf. Hein. C'est regarder comme notre machine est jolie. D'un point de vue matériel, et du design, c'était incontestablement une réussite. Avec cette promesse qui était un peu folle à l'époque, c'est de pouvoir surfer simplement et rapidement sur Internet. Mais il faut reconnaître que le soft à l'époque était complètement à la ramasse. Bon, Apple a un petit peu rectifié le tir avec macOS 8 puis macOS 9. Mais tout ça était quand même assez fragile. Moi, je me souviens que le fait de lire 2 MP3 d'affilée, on était content parce que normalement, la machine plantait entre-temps. Mais alors, comme le montre la rétrospective de Greg, il y a quelque chose qu'on a oublié, surtout, voilà, moi qui me plains d'un petit truc dans WatchOS où il a fallu 4 ou 5 mois à Apple pour régler le truc. La genèse de macOS 10 et on va dire sa maturité. Mais qu'est-ce que ça a été un long process. Il faut rappeler que l'acquisition de Next par Apple, c'est 1997. La bêta, la première bêta de macOS 10, alors client, j'insiste, c'est 2000. La première version commerciale de macOS 10, c'est 2001. Et quoi qu'on en dise, c'était encore une bêta. Il a fallu encore attendre au moins 2 ans avant d'avoir une Logitech qui ressemble à quelque chose. Et puis c'est là où les choses ont commencé un petit peu à bouger. Hein. Je me souviens, Safari, c'est 2003. Et là, justement, il y avait un petit problème de navigation sur Internet. Microsoft avait sorti au tout début Internet Explorer, qui était pas mal, mais qui n'évoluait plus trop. On était tous à l'époque sur Camino, qui était un fork de... Ça s'appelait Firefox déjà à l'époque, bien sûr, hein, Oui, enfin Firefox. de Mozilla. Hein. Et puis voilà, donc on pensait que Apple allait utiliser ce fork pour faire son navigateur, et non, là, elle a surpris son monde. Steve Jobs avait surpris son monde en présentant Safari. Et puis voilà, puis après, progressivement, macOS 10, Panther et Tiger sont arrivés. Là, on a commencé vraiment à avoir des choses optimisées, à avoir des nouveautés de manière régulière qui étaient vraiment sympas. Mais pour être honnête, j'ai envie de dire que quelque part, le véritable envol de macOS 10, il a eu lieu lors de la transition vers Intel, parce que c'est là où on a commencé à avoir une harmonie complète entre le soft et le matériel. Et il y a quelque chose d'ailleurs qu'on oublie vraiment pour parler de cette histoire de lenteur, c'est à quel point le pari de macOS 10 a été long à payer pour Apple.
J'ai regardé l'évolution des parts de marché d'Apple entre 1999 et on va dire 2009. Et grosso modo, de 1999 à 2005, Apple perd régulièrement du terrain par rapport à Windows. Il a fallu vraiment attendre 2005 et notamment ce passage à Intel Ouais. pour qu'Apple reverse petit à petit la tendance. Alors, c'est une série de beaucoup de choses, hein. C'est la maturité de macOS 10, c'est peut-être le passage à Intel qui a rassuré beaucoup d'utilisateurs, c'est l'iPod qui a également conquis de nombreux utilisateurs qui n'étaient pas forcément sous Mac. J'en fais partie, ouais. C'était peut-être éventuellement aussi certaines difficultés de Windows. Bref, c'est sans doute là. C'est pour ça que pour moi, macOS 10 représente le plus gros pari d'Apple, parce que c'est quasiment un pari sur 10 ans avant que Apple n'en récolte les fruits. Merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et merci pour ce retour sur macOS 10. On te souhaite encore un joyeux anniversaire. Et bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Ça fait vraiment plaisir. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.